Monsieur le Président, alors, vous avez la parole pour nous expliquer comment se passent les relations entre l'administration et les usagers au Luxembourg. Merci beaucoup d'être venu de si loin. Oh, c'est pas si loin. On est tout proche, vous allez voir. Il y a beaucoup d'éléments que vous connaissez, mais la sauce est un peu différente. Donc merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci aux organisateurs, à la tête de le Perse, que j'ai eu la possibilité de présenter le point de vue luxembourgeois, parce qu'on a toujours l'impression au Luxembourg que les Français ne nous comprennent pas toujours comme il faut, ou que, du moins, ceux qui relatent les points de vue, la presse, nous met dans une ombre qui n'est pas la nôtre. Alors j'essaie un peu d'y remédier, de mettre un peu de lumière. Pas de feu d'artifice, mais de la lumière. On est, après tout, dans le pays des Lumières, et non plus au siècle des Lumières, malheureusement. Alors, le point premier, c'est que je dois vous exposer quelque peu le droit luxembourgeois en général, pour en arriver au droit administratif luxembourgeois, aux juridictions administratives luxembourgeoises, et surtout à la PANC. Nous parlons de la PANC. Alors, ce n'est pas les PANC anglais, ce n'est pas les skinheads, non, ça n'a rien à voir. En droit administratif, la PANC, c'est tout bonnement P-A-N-C, exprimé à la luxembourgeoise, donc à la germanique un peu, et donc c'est la procédure administrative non contentieuse, qui a été codifiée, mais à minima, il y a plus de 35 ans, exactement en 78-79. Donc je parle un peu à la belge parce que je trouve que c'est beaucoup plus cartésien. Et donc vous m'excuserez également sur ce point-là. Alors, le droit luxembourgeois en général. Il y a l'Ancien Régime, donc on n'est plus aux Lumières, ça ne nous intéresse pas. Les Français sont venus à un moment donné, Jemappes, Fleurus, Ligny, et puis Luxembourg. Ils se trouvent devant la forteresse, 1794, mettent 7 mois de blocus, et enfin, ils l'assiègent comme il faut, et ils l'envahissent. Les Autrichiens qui étaient maîtres du lieu doivent sortir. 1795. Le 1er octobre 1795, 9 nouveaux départements, dont toute la Belgique voisine, rentrent dans la République française. Ils vont dire en France, à partir de maintenant, la destinée de Luxembourg est à jamais, le grand mot, à jamais liée à celle de la République française, qu'à cela ne tienne. Nous recevons, ce jour même, 1er octobre 1795, une nouvelle structure territoriale. Département des forêts, là-dedans les districts administratifs, nous venons de les abolir l'année dernière, là-dedans les cantons, nous les avons toujours, non pas de cantonal, il n'y a pas d'élus cantonaux, là-dedans les communes, nous les avons toujours. Système très simple, l'État et les communes, rien de plus, il ne faut rien de plus. Chez nous, on est petits après tout. Bon, toute cette structure est restée. Nous recevons par ordonnance spéciale presque toute la législation française qui avait été prise depuis 1789 jusqu'en 1995. Depuis lors, on fait partie de la France. Et donc tout ce droit français est également le nôtre, puisqu'on est département français. Donc le beau code de Napoléon, 1804, puis le code de commerce, le code pénal, l'instruction criminelle et la procédure civile, tout ça est rentré chez nous. Et nous les avons gardés, sans rester français. Voilà l'apanage. N'est-ce pas? Donc, c'est du connu. Tout notre fondement de droit luxembourgeois, mais c'est du droit français. Donc, nous sommes clairement sur la voie du droit français. Constitution en 8, le Conseil d'État, mais c'était le nôtre aussi. Mais il ne restera pas. Pourquoi ça ne reste pas? Cupidité. Le pauvre Napoléon, vous connaissez mieux l'histoire que moi. Et donc, Congrès de Vienne. Congrès de Vienne, toute une histoire pour bien faire l'équilibre en Europe, bien revenir en arrière. Et puis, un grand État tampon pour que la France, les États allemands ne se touchent pas trop. Guillaume d'Orange-Nassau devient roi des Pays-Bas, roi d'Hollande, les deux termes qui jouent. Donc toute la Belgique, sauf Luxembourg, et les Pays-Bas se retrouvent unis dans un royaume. Et il y a encore cette entité luxembourgeoise. Vu que, en 1795, les Français avaient mis 7 mois pour envahir cette forteresse quand même importante, on parle du Gibraltar du Nord, voilà le point névralgique. Et donc les Britanniques qui sont maîtres du jeu, qui sont la puissance mondiale, vont dire, pour nous c'est essentiel qu'il y ait une force très reliable, donc une force sur laquelle on puisse compter, qui se trouve dans la forteresse. Prince d'Orange-Nassau, tu nous es très sympathique. On va te donner le territoire, mais on va assurer qu'au niveau de la forteresse, il y ait quelqu'un de vraiment fort. Qu'est-ce qu'on fera ? On dira que Luxembourg sera introduit, sera inclus dans la Confédération germanique. Du coup, la forteresse devient, de par la loi germanique du Bundesfestung, qui est une loi fédérale, donc plus forte que les lois nationales, devient une forteresse confédérée, et les Germaniques ont le droit d'y placer un régiment confédéré, donc les troupes allemandes rentrent à Luxembourg.
Voilà le système compliqué. Nous avons donc deux États, le Royaume d'Hollande et le Grand-Duché de Luxembourg, qui sont en union personnelle avec à la tête le même personnage, le roi grand-duc Guillaume Ier d'Ange-Nassau. Le Grand-Duché de Luxembourg, et non pas le Royaume d'Hollande, mais seulement le Grand-Duché de Luxembourg, est inclus dans la Confédération germanique. Et la forteresse est une forteresse confédérée. Guillaume Ier, en tant que grand-duc, représente le Luxembourg à l'Assemblée des chefs d'État, ils sont 40 à l'époque, des États allemands. C'est un peu la même chose que les 28 à Bruxelles ou à Bratislava l'autre jour. Ce serait simple. Hein? Et voilà, le tour est joué. Et alors, que fait Guillaume Ier? Mais il dit, je suis le seul souverain, une constitution suffit pour les deux. Et donc, nous recevons le grondwet néerlandais. Et pourquoi pas? Donc, sur ce droit français de base, voilà des pattes feuilletées néerlandaises qui s'ajoutent. Mais pas très longtemps, parce que le Belge sort du tombeau. 1830, révolution belge. Tadam. C'est la meilleure qui a eu lieu en Europe. Pourquoi? Parce qu'elle s'additionne la force du droit. Les Belges font élire dans chaque canton un député qui se retrouve dans le Congrès national, la stèle du Congrès à Bruxelles, la colonne du Congrès, pardon, à Bruxelles. Donc le Congrès national accompagne cette révolution. Il y a un gouvernement provisoire contrôlé par le Congrès échafaude une nouvelle constitution, une vraie constitution libérale. Les libertés que les Français n'ont pas réussi à maintenir, il y a la Restauration, celles-là sont consacrées en Belgique. Constitution du 7 février 1831. Pour moi, c'est une des meilleures. Nous allons la copier, ce sera la nôtre aussi. Bon, alors, que font les Luxembourgeois là-dedans? Restent-ils fidèles au roi grand-duc ou est-ce qu'ils vont aller avec les Belges? Le roi grand-duc, très autoritaire, c'est pour ça que les Belges ont fait la révolution. Donc, évidemment, là où les Luxembourgeois peuvent, ils font la révolution avec les Belges. Il y a évidemment quelques légitimistes qui restent orangistes, c'est toujours le cas, mais en général, on est belge. Sauf dans la forteresse, avec un régiment allemand, les Prussiens en tête. Vous croyez qu'on fait la révolution? Impossible, évidemment. Évidemment. Donc, pendant 9 ans, de 1830 à 1839, vous avez Luxembourg sur deux pistes. Ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Tout cela sera alors réglé à Londres, 1839. Traité de Londres. Et alors, nous devons, à la Révolution belge et au fait d'être inclus dans la Confédération germanique, d'avoir une trajectoire à part. Parce que si on avait demandé à l'époque aux Luxembourgeois, ils auraient dit, la grande majorité, c'est ce qu'on dit partout, ils auraient dit, mais on devient belge. Il n'y a pas encore d'esprit national luxembourgeois. C'est assez étonnant, très étonnant même. Bon, nous devons donc à cette conjonction toute spéciale le fait que les Allemands vont dire aux Belges, bon, pour nous c'est égal, que vous soyez à Luxembourg, que ce soit le roi grand-duc qui récupère Luxembourg, pour nous c'est égal, mais, condition, la forteresse reste confédérée et le Luxembourg, quelle que soit la structure exacte, restera dans la Confédération. Alors les Belges ont dit tout logiquement, mais on s'est débarrassé d'un homme fort qui nous déplaisait, on ne va pas se mettre sous la houlette de 39 autres. Donc, les Belges disent c'est une erreur devant l'histoire, mais on laisse filer Luxembourg. Et du coup, donc, Luxembourg va être séparé, la partie wallonne, donc francophone, va rester à la Belgique avec Arlon comme capitale, et le Grand-Duché, décimé, tout petit, 2586 km², reste sur son orbite et prend maintenant de l'envol. Vient Guillaume II, qui comprend mieux la situation, puis qui est beaucoup plus fin stratège que son père, qui nous donne une première constitution 1848 peu intéressante. L'année fatale, 1848, l'année fatale, l'année folle en Europe, l'année folle. Révolution partout, ça commence à Paris en février, puis c'est Karlsruhe, Grand-Duché de Bade, Berlin, toute l'Europe est en flammes, sauf Bruxelles. Évidemment, les Britanniques non plus n'ont pas besoin, ils ont déjà fait leur révolution plus tôt. Et donc, au Luxembourg, également, il y a des remous, c'est rare, il y a des remous. Et Guillaume II, fin stratège, dit, je sais, vous aviez un meilleur produit jadis, je vous donne l'autorisation, vous, les représentants du peuple luxembourgeois, à vous constituer en constituante et à élaborer une constitution à part. Que font-ils? Évidemment, parmi eux, il y en avait quelques-uns qui étaient à Bruxelles déjà en 1831 pour élaborer la constitution belge. On a un bon modèle, mais on le copie. Et donc, on va copier cette constitution belge presque mot pour mot, sauf les relations du grand-duc avec les autres, du roi-grand-duc avec les autres autorités et les pouvoirs du grand-duc. Sinon, Guillaume II n'aurait pas signé, il fallait bien qu'il signe. Et donc, on lui est quelque chose, une popote qui puisse lui convenir, avec des droits au moins en apparence, importants, mais en fait pas, et il signe. Et donc, nous avons la constitution belge. Et voilà notre construction.
Une pyramide, hiérarchie des normes, à la tête la constitution copiée sur la constitution belge, et le fond, presque tout du droit français à l'époque. Comment évoluons-nous? Très simplement. Nous n'avons pas la masse grise, on n'a pas d'université jusqu'en 2003, nous n'avons pas les possibilités de faire des lois à la sauce luxembourgeoise toutes faites. Impossible. Donc, on cherche le modèle de vecteur français ou belge. C'est très simple. Et parfois un autre, mais généralement français ou belge. Toute notre législation jusqu'à la moitié du XXe siècle, jusqu'à ce qu'alors l'européanisation change un peu la donne, est donc basée sur ce binôme franco-belge. Exemple, 1879, les Belges avaient pris un nouveau code pénal en 1867. Il était vraiment le modèle du modèle. Nous trouvons qu'il est très bon. On demande à M. Nijpels de faire aussi pour nous un modèle encore meilleur, ce qu'il fait. Nous avons un code pénal belge, 1879, copié évidemment, qui est maintenant le code pénal luxembourgeois. Société commerciale, 1915. Nous copions la loi belge, très très libérale. C'est cette loi de 1915, qui existe toujours chez nous, mais modifiée maintes fois, du 18 1915, qui est en fait une des clés de la place financière. Les sociétés commerciales, mais gérées de manière très libre, très fluide, disais-je ce matin. C'est ça ce qui porte. Etc. Parfois, on va voir chez l'autre voisin, l'Allemagne. Nous sommes en union douanière avec les Allemands. De 1842, c'est le Zollverein, jusqu'en 1918. Nous en inspirons évidemment au niveau économique, mais surtout au niveau social. Le social va avec l'économique, c'est le pendant nécessaire à l'économique. Si vous ne protégez pas ceux qui créent la richesse, ils n'en créeront plus. Alors, à partir de là, toute la législation sociale luxembourgeoise est bâtie sur le meilleur modèle du moment, la législation sociale prussienne. Nous avons toujours, en 1901, nous avons introduit chez nous, suivant le modèle prussien, tout notre code de la sécurité sociale, qui est d'inspiration, donc, outre-Moselle. Nous avons, en droit luxembourgeois, donc essentiellement les sources d'inspiration françaises et belges, mais nous avons une plage qui est du droit allemand tout pur. C'est le droit fiscal, la fiscalité directe. Comment cela se fait-il? Nous avons tous conscience des deux guerres mondiales. La deuxième était pour nous beaucoup plus dure que la première, alors qu'ici c'était peut-être, elle était dure ici également. Pour la deuxième, nous sommes envahis. Ce monsieur avec la moustache noire pensait que vu que nous parlions un francique mosellan, nous étions des Germains et nous vous êtes imbriqués dans son empire qui devait durer 1000 ans, heureusement qu'il n'a duré que 12 ans. Eh bien, nous avons donc tout le droit luxembourgeois, toutes les institutions luxembourgeoises qui, dès l'été 40, vont être balayées. On a introduit le droit allemand. À la Libération, notre gouvernement est en exil avec le gouvernement belge, le gouvernement irlandais et bien d'autres à Londres. Et donc, ils prennent un arrêté de loi. La Chambre des députés ne peut pas fonctionner en disant tout le droit introduit par les Allemands est abrogé. OK. Et puis, quelques jours après, on vient voir le ministre des Finances, il dit on a besoin d'argent, tu lèves des impôts, mais comment? La loi budgétaire. Mais oui, la loi budgétaire, mais oui, la dernière qu'on a votée au Luxembourg, c'était en 39 pour 40. On n'en a plus. Ah oui, c'est vrai. On n'a pas moyen d'en voter une nouvelle. La Chambre n'est pas là. Comment va-t-on faire? On n'a pas de données. Il faut quand même avoir une certaine trace de légalité, c'est certain. Que va-t-on faire? Et comme Churchill a dit que la démocratie était le moins pire de tous les régimes, on va dire, mais si les Allemands étaient restés, on aurait gardé la loi allemande, mais peut-être garder la loi allemande, ou reprendre, repêcher la loi allemande, serait peut-être la moins pire des idées. C'est ce qu'on a fait. Donc, par un arrêté de loi d'octobre, 26 octobre 1944, on dit qu'au provisoire, et vous savez que ça dure, et ça dure jusqu'aujourd'hui, on introduit chez nous, ou on réintroduit chez nous, les dispositions allemandes, d'abord la loi générale des impôts, die Abgabenordnung, et puis le droit pour les impôts directs, donc l'impôt sur le revenu, l'impôt foncier, tous ces impôts sont régis à la sauce allemande, encore aujourd'hui, s'ils n'ont pas été modifiés. Ça m'amène au contentieux administratif et fiscal. Contentieux administratif. Si nous étions restés avec la Constitution de 1948 belge, les Belges ne connaissent pas le Conseil d'État à l'époque. Ils n'ont pas de droit administratif proprement dit avec une juridiction administrative proprement dite. Leur article principal dit tout ce qui est attrait au droit civil est du ressort des juridictions judiciaires. Tout le monde est d'accord. Pour les droits politiques, voilà la distinction, et également les juridictions judiciaires, sauf si la loi en dispose autrement. Nous avons copié tel quel les deux articles. Donc, en 1848, pas de Conseil d'État, pas de juridiction administrative. Tout est dévolu au juge
au juge civil. Seulement, lorsque les Allemands en 1849 font le bilan de la Révolution, elle n'a réussi nulle part. Les seuls qui ont gardé un élément positif, c'est nous, notre Constitution. Évidemment, ça ne plaît pas aux Allemands, elle est trop libérale. Et donc, ils disent au nouveau roi grand-duc, parce que Guillaume II est décédé en 1849, ils lui disent au nouveau, Guillaume III, qui est plus autoritaire, ils lui disent « Mais tu ne peux pas laisser ça, c'est une erreur, c'est une fantaisie de la Révolution. Il faut changer. » Et en 1856, Guillaume III vient de notre chambre des députés, il leur dit « Vous devez changer la Constitution parce que nos amis allemands, ils le demandent. » Et notre chambre des députés, qui ont beaucoup de courage, leur dit « Sire, avec tout le respect, on ne va pas scier la branche sur laquelle on est assis parce qu'il n'aurait plus eu beaucoup de droits. » Et donc, que fait Sire? Il dissout la chambre des députés, tout bonnement. Et il octroie par ordonnance royale grand-ducale du 27 novembre 1856 une modification de la Constitution. Et puisque chez lui, il a à ses côtés de Rat von Staat, le Conseil d'État, l'image du Conseil d'État français, il nous introduit chez nous également un Conseil d'État qui doit rendre son avis obligatoire pour toute loi, un avis obligatoire pour tout règlement grand-ducal, qui sont donc les règlements par essence que l'administration, qui règle la vie de l'administration, et il est chargé du contentieux administratif. Le voilà, le contentieux administratif. Et donc, dans un contexte belge qui ne connaissait pas la juridiction administrative, voilà qu'il fait un implant. Le Conseil d'État, dont les membres, 21 en tout, sont à la fois aviseurs et juges. Voilà notre contentieux administratif. Alors, que fait ce Conseil d'État? Il se dit, mais dans le contexte donné, tout ce qui est proche du droit civil, je ne le regarde pas. Responsabilité de l'État et des collectivités publiques, c'est pour le juge civil qui garde ça. Contrat administratif, c'est trop proche du droit civil, mais qui le garde. Donc, que prend le Conseil d'État? Il prend les décisions individuelles, les décisions de puissance publique de l'administration. Voilà le contentieux administratif tel que défini. De même, il prend les impôts directs. Voilà donc la trame sur laquelle on joue. Maintenant, je peux sauter tout de suite 1995, l'arrêt Procola. Aïe, aïe, aïe. Ça sonne le glas du Conseil d'État en tant que juge. Le Conseil d'État reste chez nous en tant qu'organe consultatif. Il a fait ses preuves, sinon il ne serait plus là. Il était prévu comme étant vraiment du roi, grand-duc, et il s'est quand même autonomisé, il a joué un bon rôle, et aujourd'hui c'est quand même le contrôle de la constitutionnalité, de l'égalité ex ante qui est exercé par lui. Nous n'avons pas de Sénat, donc il est aussi un quasi-Sénat. Procola. Vous y avez songé, Procola, ça veut dire? C'est pas Pepsi, c'est pas Cola-Cola. Non. Procola, c'est les producteurs coopératifs de lait. Nous avions au Luxembourg à l'époque une guerre des paysans. Vous aviez les conservateurs, les vieux, les petites entreprises qui étaient regroupées dans la centrale paysanne et qui livraient leur lait chez Luxlait. C'était un régime assez autoritaire. Et vous avez les jeunes qui n'étaient plus d'accord. Ils quittaient Luxlait et la centrale paysanne. Et ils livraient leur lait de l'autre côté de la frontière, dans la Eifel, à Bronsfeld, et sont regroupés en Procola. Régime des quotas laitiers. Aujourd'hui, il est déjà parti de nouveau. À l'époque, les gens ils n'en voulaient pas, nos cultivateurs, puis ils étaient très contents de l'avoir. Maintenant, il est parti. En tout cas, lorsqu'il a été introduit, il y avait un problème. Pourquoi? Parce qu'on a introduit le système où les quotas étaient mesurés globalement au niveau de la laiterie. Si vous avez beaucoup de petits producteurs qui n'arrivent pas à fournir tout ce qu'ils auraient pu fournir, à remplir leur quota, il reste une marge. Donc, très rarement pour cela, il va y avoir des pénalités. Vous savez, le système était qu'il y avait des pénalités du moment qu'on livrait plus de lait que le quota. Très forte pénalité. Or, les jeunes, ceux qui en veulent, très vite, ils sont au-delà. Et donc, ils trouvaient que le système n'était pas bon. Et donc, ils le mettaient en cause. Le système était établi par un règlement grand-ducal. Un avis obligatoire avait été donné par le Conseil d'État. Et celui-là, tout candidement, a adopté tous ces avis en plénière à 21. 11 d'entre eux sont juges. 5 vont traiter le recours de Procola contre la décision du ministre de l'Agriculture qui, en raison du règlement voté, avait donc mis une belle amende conforme au règlement. Et ils vont dire, mais tout ça c'est faux, le jeu est faussé. Et d'abord, vous, Conseil d'État, vous n'êtes pas un juge impartial.
Au Luxembourg, à l'époque, je me rappelle très bien, on disait « Mais allez donc à Strasbourg. Oui, oui, nous irons à Strasbourg. Mais y allez donc. Strasbourg, c'est les droits civils et c'est le droit pénal. Ici, on est un administratif. Donc, allez-y, bonne chance. » Ils y sont allés, et Strasbourg a dit d'abord à la commission « Mais de quoi s'agit-il des quotas laitiers? C'est quoi? C'est des droits de production. Ça vaut quelque chose, mais évidemment, lorsqu'ils sont vendus, hein, il y a une valeur économique, donc c'est un bien. Protection du bien, protocole additionnel, etc. On est dans la Convention. Puis il renvoie devant la Cour, qui rend ce célèbre arrêt, qui nous tombe dessus. Et vu qu'on est petit, et ça nous arrive souvent, vous voyez, également l'OCDE, elle a beau dire, mais vous n'êtes pas transparent, vous faites ceci, vous faites cela, vous faites des avantages aux grosses firmes. Mais tous les États européens, sauf quelques-uns, le font, et en très grande échelle. Sauf nous sommes tellement petits que tout le monde voit ce qu'on fait. C'est ça le problème. Et donc, on s'en prend les baffes. Un peu comme le petit, hein, les grands frères, ils font le con, et puis le petit fait de même, il se fait prendre, évidemment. C'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne, n'est-ce pas? Et puis la presse française est pleine de beaux articles, comme quoi au Luxembourg, on n'aurait pas de légalité, on n'a pas... Bon, merci. Alors, le point est donc, suite à Procola, il a fallu... Procola, donc l'arrêt de la Cour de Strasbourg du 28 septembre 1995, va donc dire qu'il y a une partialité structurelle. Si vous avez rendu un avis et que vous appliquez le même texte en tant que juge, évidemment, le justiciable peut penser que vous n'avez plus cette balance qui est entièrement libre. Bon, c'est un concept anglo-saxon, mais les Belges, les Français, les Néerlandais dans leur Conseil d'État avaient la même façon de procéder, juste ils sont plus nombreux, ils peuvent dire que ce n'est pas les mêmes juges qui font la même chose. Tandis que déphasé dans le temps, peut-être qu'on faisait la même chose. Hein? Qu'importe. Nous devons tirer une conséquence. Qu'est-ce qu'on fait? On crée de nouvelles juridictions administratives. Il y avait une tendance en 1995 pour dire, mais alors maintenant qu'on y est, créons un seul ordre de juridiction. Pourquoi pas? C'est un petit pays, il y a d'autres petits pays. Malte, par exemple, ils n'ont qu'un ordre de juridiction qui coiffe tout. Et là, le législateur a dit non, on ne va pas quand même déplacer plus de rails qu'il ne faut, et on est dans l'urgence, il faut agir vite, on a Strasbourg dans le dos, on veut leur montrer que très vite on peut faire une réforme, on l'a faite en une année, et donc on reste sur deux ordres de juridiction. Puis on se dit, on a eu une gifle de Strasbourg, on n'en veut pas une autre. Donc, on se met en conformité. On touche la matière pénale, discipline, amende, sanctions administratives, etc., donc double degré de juridiction. On sait que pour les actes réglementaires, il y en a certains qui visent directement au droit de propriété, plan d'urbanisme, etc. Donc il faut un recours. Sinon, ça ne vaut à ce niveau-là. Et d'où donc la réforme qui dit que vous allez avoir des juges professionnels, premier degré, le tribunal administratif, deuxième degré, la cour administrative. Et puis ça suffit. On n'avait qu'un seul Conseil d'État auparavant. Donc ça suffit amplement. OK, double degré de juridiction. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis ici en tant que président de la Cour, mais j'ai commencé il y a 20 ans, ça fait tout juste 20 ans. C'est le 12 juillet 1996, on n'a pas toujours 20 ans, n'est-ce pas? Mais de ce côté-là, on les a. On a introduit dans la Constitution un nouvel article, 95 bis, pour dire, voilà, de nouvelles juridictions administratives avec leurs attributions. On profite de l'occasion. Vous savez, lorsqu'on est en train, alors déjà dit du luxembourgeois, on est en train de réformer, nous n'avions pas de cour constitutionnelle jusqu'alors. Nous étions toujours sur la vieille veine qui disait que ce que la nation fait, ce que les représentations de la nation font, c'est juste. Déjà dans les années 20, Kelsen était venu pour dire écoutez, il faut quand même des gens impartiaux pour regarder. Donc, sur le tard, en 1996, nous créons une cour constitutionnelle. On a peu d'effectifs chez nous. Donc, pas question de nommer des juges constitutionnels à part. Que fait-on? Mais on dit, il va y avoir 7 magistrats de l'ordre judiciaire, 2 de l'ordre administratif. Le président de la Cour supérieure de justice, qui est également président de la Cour de cassation, sera le président de la Cour constitutionnelle. Le président de la Cour administrative en sera le vice-président. Les autres membres vont être nommés, je simplifie, vont être nommés sur proposition commune des deux cours. C'est ce qui se passe pour le moment. Donc 7 membres de juridiction judiciaire, 2 membres de la Cour administrative se retrouvent à la Cour constitutionnelle. J'ai l'honneur d'être le plus vieux, pas par là, je suis l'un des plus jeunes, mais maintenant, en ancienneté, ça fait 8 ans que j'en fais partie. C'est très intéressant. Donc on a les deux casquettes. Parfois, on se pose soi-même des questions, mais on ne les répond pas à soi-même. Hein, évidemment. Mais on fonctionne des deux manières. Donc, si je suis en constitutionnel, je sais très bien qu'une attente principale, c'est de donner une réponse qui soit utile au juge qui m'a demandé de toiser la question de constitutionnalité. Parce que notre système est simple, on s'est inspiré de nos voisins du Kirchberg, c'est-à-dire de la Cour de justice, question préjudicielle. Les QPC avant la date,
On est en 96. Et donc, tout bonnement, chaque fois qu'un juge, dans un litige pendant devant lui, a une question de conformité de la loi à la Constitution qui lui pèse et qui est nécessaire pour choisir son litige, eh bien, ce juge-là est obligé de poser la question préalable préjudicielle à la Cour constitutionnelle, qui, dans des délais très rapprochés, tout ça est bien cadencé, va lui donner une réponse, et donc tout de suite, on sait où on en est. Soit elle est conforme, la loi, et on l'applique, soit elle ne l'est pas, elle est inapplicable. Elle reste pendante dans l'ordonnancement, ce n'est pas tout à fait ce qu'il faut, mais on en est resté là, elle reste pendante jusqu'à ce que le législateur daigne changer quelque chose, mais en tout cas, elle ne sera pas applicable. Voilà donc la structure juridictionnelle. Maintenant, il est temps de vous parler de la PANC. Au Luxembourg, dans les années 70, il y avait un jeune ministre de la Justice, un homme qui avait du caractère. Il était fils de député, son papa était député, je ne veux pas faire de politique, mais ça fait partie de l'image socialiste, un vrai défenseur des droits des plus pauvres et des salariés, et les fils avaient la même veine. En 1940, il avait 18 ans, il était à l'Athénée Grand-Ducal, l'école secondaire, et on lui demandait de rejoindre la Hitlerjugend. Évidemment qu'il dit non. Il se fait jeter dehors et il milite contre les Allemands. En 1941, novembre, les premiers convois qui mènent au camp de concentration le plus proche à Innsbruck, il en fait partie. Mon père y était aussi. Donc j'avais un contact direct avec celui qui allait devenir ministre de la Justice dans les années 70. Il a toujours dit, quand j'ai plaidé des affaires administratives, on a plaidé beaucoup, ça allait devant le Conseil d'État. Encore qu'il tenait un peu toujours la balance du côté de l'administration. C'était ça le grand reproche qu'on faisait à ces juges de l'époque. Mais quand j'étais devant l'administration, il y en avait qui étaient excellents, des gens de compréhension. Mais il y en avait, quand je me rappelle, Yvan au camp de concentration, c'était gardien vertical comme tout, autoritaire comme tout, et c'était pire. C'était pas beau. Et donc je veux changer ça. D'un comportement vertical, je veux en venir à un comportement de collaboration, de mise plus ou moins à diapason de l'administré par rapport à l'administration. Voilà sa philosophie. Il faisait des cours à Nancy, à l'université, pour enseigner le droit luxembourgeois aux étudiants luxembourgeois qui étaient là-bas. Il rencontrait un professeur de droit public, Georges-Philippe Lor, qui était très intéressé à la chose publique, au droit public, qui enseignait le droit public à Nancy, à l'IEP à Paris, qui l'a appelé à Luxembourg et qui est devenu chargé de cours à l'Institut universitaire luxembourgeois. À l'époque, il avait une année, je l'avais comme prof en 78. À la même époque, Georges-Philippe Lor était en train, il nous a toujours dit, je fais une chose très importante pour le gouvernement luxembourgeois. Il était en train de faire un projet de procédure administrative non contentieuse pour le gouvernement luxembourgeois. Et il disait, en France, on n'y est pas encore. Les premiers qui ont été étaient les Autrichiens, nouveau, 1925. Puis les Polonais, on le disait ce matin, 28. Les Tchèques, 28. Les Yougoslaves, en 30. Tous avaient un code de l'administration publique. Puis les Américains, les États-Unis, 46. Puis, très intéressant pour nous, quand on ne sait plus à quel sein se vouer, si on ne va ni chez les Français, ni chez les Belges, ni chez les Allemands, on va voir chez les Suisses. C'est toujours intéressant, très intéressant. Les Suisses, 68, les Suédois, 71, et les Norvégiens, 73. Voilà les sources d'inspiration, surtout la Suisse, la Suède. Et donc, Georges-Philippe Lor fait son petit papier. En même temps, il a été contacté pour les dispositions françaises de 78, accès aux informations, et 79, motivation. Donc là, nous sommes très froches de nouveau, très parents. Que faisons-nous? Nous faisons une loi habilitante, dans laquelle nous ne mettons que les principes. Le professeur Blore dit, la loi est stable, mais il faut quand même s'adapter. Tout évolue. Regardez l'administration comme il y a 30 ans, elle ne s'occupait pas de grand-chose, maintenant elle s'occupe de tout. À l'époque, il le disait. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dirait? Il a rejoint l'au-delà très tôt, malheureusement. Et donc, loi habilitante, est-ce qu'on n'a pas la même chose là dans le Code de 2016? Le grand-duc est habilité. Alors, si vous lisez cela, vous croiriez qu'au Luxembourg, le monarque a tout à dire. Kenani. Nous sommes une monarchie, le dernier grand-duché qui reste, et en fait, le grand-duc n'a presque rien à dire. On est plutôt démocratique. Nous sommes une démocratie parlementaire sous la forme d'une monarchie constitutionnelle. Celui qui règne seul, le monos qui règne seul, qui a tous les pouvoirs, article 16 de la Constitution, tout, état d'urgence, je ne dirais pas d'autre. Ça, c'est un monarque. Bon, je passe, et on est en République. Alors, en tout cas, le grand-duc est habilité à édicter un corps de règles
qui sont les règles précontentieuses de procédure administrative et qui sont appelées à respecter les grands principes suivants. Le premier, les droits de la défense de l'administré. Vous voyez bien la veine. C'était le ministre de la Justice, évidemment, qui avait concocté ça avec son collègue professeur Nancy. Puis, la collaboration administrative entre l'administré et l'administration, la participation de l'administré à l'administration, la motivation des actes administratifs, la possibilité d'avoir l'information du dossier, le bon fonctionnement des organismes consultatifs. Voilà l'essentiel de ce qui a été mis en principe, la loi. Puis viennent deux articles, le 2 et le 3, qui vous disent comment les règlements grands du cours qui sont pris pour appliquer cette loi où se trouvera toute la substance peuvent être modifiés. Puis il y a 4 et 5 qui sont importants. 4. Quand joue la PANC? D'abord, seulement pour les décisions individuelles. Logique, parce que le comité du contentieux ne connaissait que celle-là. Logique, parce que la procédure réglementaire est différente. Donc, que pour les décisions individuelles. Et puis, très important, quand joue la PANC? Quand? J'ai regardé vos dispositions intéressantes. Chez nous, c'est autrement. Chez nous, ils ont dit, il nous faut un socle de protection de l'administré minimal, mais fondamental et irréversible. Donc, il nous faut de la qualité. Que va-t-on dire? La PANC joue chaque fois que les procédures particulières qui existaient dans différentes lois, déjà expropriation 1859, 70 de l'établissement public, etc., chaque fois que la loi particulière n'organise pas des droits au moins meilleurs, sinon équivalents. Donc, chaque fois que la loi particulière organise une protection équivalente ou meilleure, c'est à elle de faire le truc, suivant le grand principe que la lex specialia déroge à la loi générale. Mais sinon, si la PANC est meilleure, c'est à la PANC. Simple. Seulement, on est venu plaider devant nous, mais les lois postérieures spéciales, il va y avoir les lois postérieures, et les lois spéciales, ça déroge. Donc, vous appliquez ça là, grand principe, Roubier et compagnie. C'est pas faux. Que fait-on? Que fait-on? On s'est dit, mais la PANC, quand même, c'est ce qu'il y a de meilleur. On veut la préserver. Comment la préserver? La Cour a rendu seulement l'année dernière un arrêt de principe, la Cour administrative, en disant, on érige en principe général du droit l'aiguillage qui assure la protection minimale de l'administré à travers les règles de la PANC. Et donc, le principe général du droit supérieur, aiguillage supérieur, loi postérieure, pute, et loi spéciale, pute. Voilà comment on a fait. Et donc, on est assuré à ce que le socle minimal reste. Le professeur Bloch était d'avis que peut-être que le règlement devait être changé. Il n'a jamais été changé à ce jour. La loi n'a jamais été changée à ce jour. Article 5. La PANC ne s'applique pas aux contributions directes. Un journaliste français qui dit cela dira, vous voyez, les contributions directes n'ont même pas besoin de ça. Regardez, aucune protection pour le contribuable de Luxembourg. Mais non, je vous ai dit, c'est la loi allemande qui joue. Nous avons la Abgabenordnung de 1931, qui est très équilibrée, qui comprenait déjà la première Abgabenordnung de 1919. Ce sont des auteurs alsaciens qui l'ont fabriquée d'ailleurs. Et puis en 1919, elle a été promulguée, mais il n'y était plus. En tout cas, la première Abgabenordnung, celle-là et celle qu'on applique aujourd'hui, prévoyait par exemple le droit d'être entendu pour le contribuable en toute situation, prévoit toujours le droit d'avoir l'indication des voies de recours. Je dirais même plus, en allemand on dit Rechtsmittelbelehrung, vous êtes instruit là-dessus. Tout ça y figure. Et donc, les auteurs de la loi ont dit, mais vu qu'en matière fiscale tout est déjà plus ou moins bon, n'allons pas poser la question article 4, qu'est-ce qui est meilleur? Que le fiscal reste intègre. Ça, c'est la raison pourquoi la PANC n'y joue pas. Et voilà la loi. Toute la substance est dans le règlement grand-ducal. J'essaye de vous l'exposer en quelques mots. 14 articles. Ne vous effrayez pas, j'y passerai en quelques minutes. Et tout sera dit, et tout est là-dedans. Article 1er. Lorsque vous vous sentez en tant qu'administration incompétemment saisi, vous êtes obligé de suite à transmettre le dossier à l'autorité compétente et en aviser le demandeur. Article 2. Lorsque vous avez introduit le dossier devant l'autorité incompétente, mais que c'était dans les délais, c'est bon. C'est suisse, complètement suisse.
C'est beau. Article 3. Vous êtes tenu, en tant qu'administration, à toujours respecter le principe de l'égalité et à appliquer d'office le droit. Principe de l'égalité, et d'où, principe du préalable, vous avez la force exécutoire pour vous. Excellent. Article 4, organisme consultatif. Les avis préalables à une décision doivent toujours être motivés en fait et en droit. Lorsqu'il s'agit d'un organisme collégial, il faut toujours être retraçable comment l'avis a été pris. Donc combien de voix pour, combien contre, sans qu'on connaisse les noms de ceux qui les ont pris. Donc les présences doivent être claires, mais on ne doit pas savoir qui a voté comment. C'est tout, article 4. Article 5, protection des tiers. Dans la mesure du possible, l'ouverture de la procédure, le dépôt de la demande, entre autres, doivent être communiqués d'une manière adéquate aux tiers intéressés. Ah. Et tout est là-dedans. Une fois que vous vous êtes manifesté, vous devez être informé sur les suites de la procédure, etc. Les tiers doivent être en mesure de faire valoir leurs observations. Il n'en faut pas plus. Article 6, motivation. Tous les actes administratifs doivent baser sur une motivation en fait et en droit légal. Indication des motifs. Seulement lorsqu'il s'agit d'une décision négative, lorsque l'on est dans un cadre d'un recours administratif ou lorsque l'administration agit de sa propre initiative, les motifs doivent être indiqués. Article 7. Si les motifs ne sont pas indiqués, peut-être qu'ils existent, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas l'annulation qui s'ensuit, mais la suspension des droits de recours, parce que, aussi longtemps qu'on ne sait pas le pourquoi, l'administré n'est pas censé agir. Donc, suspension des droits de recours. 8, retrait administratif. J'ai entendu ce matin qu'on me disait, mais en France, c'est très, très, très insatisfaisant. Mais nous avons un article très simple. Le retrait administratif est possible. Le retrait rétroactif d'une décision administrative est possible pour tous les motifs de légalité qui pourraient entraîner l'annulation par le juge. Dans le temps, il est possible, tant que la décision n'est pas définitive, c'est-à-dire pendant le délai de recours et tant que l'affaire est pendante devant les juridictions, pour qu'anticipativement, l'on puisse retirer un acte pour lequel on a entrevu que, aïe, 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 on a fait une bourde, on ne se fera pas tancer par le juge, donc retirons ça. Que faut-il de plus? 9, très important. Lorsque l'administration devient active de son propre gré, de sa propre initiative, donc lorsqu'il s'agit d'une modification de l'office ou on parle de révocation, on ne parle pas d'abrogation mais de révocation d'une décision ayant consacré des droits en faveur d'un administré, sauf le cas de péril en la demeure, belle formule ancienne, l'administration doit engager un dialogue, c'est-à-dire elle doit communiquer son intention d'agir en disant les éléments de fait et de droit pourquoi elle agit par lettre recommandée, en conférant à l'administré un délai d'au moins 8 jours pour prendre position. Si en dehors de ce délai, l'administré veut parler directement en personne à l'administration, il faut qu'il le demande dans ce délai et il aura une consultation directe, il pourra s'exprimer directement. C'est tout. Ça nous suffit. Article 10, la matière est compliquée. Tout administré a le droit de se faire assister par un technicien, avocat ou autre, ou de se faire représenter, à moins que sa présence personnelle ne soit requise. S'il y a un mandataire qui est nommé, l'administration communique directement avec lui, sauf la décision finale qui doit également être notifiée à l'administré. 11, 12, 13 vont ensemble, accès aux informations du dossier. 11, c'est mes données personnelles, communication complète. 12. Informations pour lesquelles je suis un tiers intéressé, je dois pouvoir obtenir les éléments essentiels sur lesquels l'administration se base pour prendre sa décision. 13 exceptions. Intérêt public de l'État ou de la collectivité publique, donc sécurité publique, etc. Intérêt privé important, concurrence, marché public ou intimité privée d'une personne. Là, on n'a plus l'administration n'a plus le droit de communiquer les éléments comme tels, mais lorsqu'elle veut se baser dessus, elle doit communiquer en substrat les éléments en question et donner la possibilité à l'administré concernant qui l'a demandé d'avoir un échange de vues. 14, et c'est le dernier, indication des voies de recours. Donc, pour chaque décision négative, il faut indiquer les voies de recours, c'est-à-dire 4 éléments. Quel est le recours possible, devant quelle institution, de quelle manière et dans quel délai.
Et tout y est. Voilà, tout y est. Ça, c'est notre PANC. On vit très bien avec et je suis très heureux aujourd'hui. Pourquoi ? Je suis un adversaire farouche de l'inflation législative. Trop de règles tuent la règle. J'en suis convaincu. Et je constate, et là je serais malheureux, trop de règles. Vous comme nous, on en a trop. Ici, c'est une exception, la PANC. Hein. On en a trop. On tue la règle. La Cour l'a mis dans certains arrêts. On est adversaire farouche du formalisme stérile, j'y reviendrai 2 minutes si vous me donnez le temps, et on est adversaire farouche de l'inflation des règles. Simplifions les choses. Moins c'est plus. Alors, jurisprudence. 3 exemples de la jurisprudence, éviter le formalisme stérile, et je m'arrêterai là. Le comité du contentieux du Conseil d'État n'était pas trop enchanté de la PANC. Il y avait là-dedans beaucoup de directeurs d'administration, et vous imaginez la suite. Donc, ils ont freiné où ils pouvaient. Ils ont dit, fonction publique, il y a le statut général, il n'y a rien de meilleur que le statut général. Donc, la PANC n'entre pas en ligne de compte. TVA, c'est le juge judiciaire qui en connaît. Donc, pas le PANC. Ben, ça ne nous regarde pas, mais dans leurs avis, ils l'ont dit. Or, le texte dit bien toutes les administrations de l'État et des communes, y compris les établissements publics. Donc, il n'y a rien à cirer. Pour la TVA, elle joue aussi, même si la TVA chez nous, vu qu'elle est encaissée par l'administration de l'enregistrement, est du ressort du juge judiciaire. C'est une anomalie, les impôts directs d'un côté, les indirects de l'autre. Et donc, il y avait d'autres domaines, je les épargne, où le comité du contentieux ne donnait pas toute sa force à la PANC. J'étais pour la fête nationale à l'office à la synagogue. Notre rabbin général, je pense qu'il s'appelle comme ça chez nous, a fait une allocution remarquée. Il a parlé de Josué. Il a dit, l'orthodoxie, c'est quoi, Josué ? Hein ? Les vraies bonnes règles, les règles droites, le droit. Et Josué dit, ce sont des textes, c'est le verbe, mais il faut bien voir, qu'est-ce qu'on fait avec le verbe, comment on l'applique. Il y a 2 manières de l'appliquer. L'une, c'est vraiment de ne regarder que les lettres du texte. Elle est mortifère. Distance-toi, dit Josué à ses interlocuteurs. L'autre, qui voit où veut aboutir le texte, est vivifiante. Ce matin, j'ai entendu des propos vivifiants, enthousiastes, communicatifs. Et je me suis dit, Josué a été entendu à ce niveau-là. La juridiction nouvelle, les juridictions nouvelles, après de 96, que font-ils de la PANC ? Mais ils essayent d'en tirer toute la sève, de la faire vivre, de la rendre vivifiante. Donc, on dit, tout le domaine administratif est concerné, toutes les décisions, mais le texte dit d'ailleurs, on n'a rien ajouté, y compris pour les fonctionnaires, là où on disait que ce n'était pas applicable parce qu'il y avait statut public, pour tout, c'est applicable. Et puis, on n'aime pas le formalisme stérile. Article 5. Dans la mesure du possible, l'ouverture de la procédure est communiquée d'une manière adéquate aux tiers intéressés. Alors, nous avions des affaires d'urbanisme, où le voisin disait, je comprends que le voisin n'était pas content qu'on change sa belle vue, et que maintenant il y ait une construction. Il disait, l'article 5 n'a pas été observé, vous devez annuler, l'article 5 n'a pas été observé. Alors on dit, bien pourquoi ? Il n'a pas été observé, donc ça ne vous suffit pas ? C'est une formalité substantielle, oui. Puis on se tire la tête, c'est en 99. On met 99, tribunal, j'ai encore tribunal. C'est frotter la tête et on dit, mais oui, si on reste maintenant dogmatique, évidemment qu'on annule. Quoi ça nous mène ? L'administration fait, mais il n'a rien dit, on ne sait rien, on ne peut pas l'aider, il ne dit rien d'autre. Pourquoi renvoyer ? C'est pas fertile, c'est stérile. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit ? L'article 5... Lorsqu'il est violé, n'entraîne l'annulation de la décision qui a été prise en conséquence que dans la mesure où l'administré qui s'en plaint fait valoir devant la juridiction des éléments de participation, des éléments de changement. Si vous m'aviez demandé pourquoi mettre les balcons de mon côté, mettez-les de l'autre côté. Pourquoi mettre un toit en pointe, mettez un toit plat, au moins j'ai un peu plus de soleil. Pourquoi mettre des fenêtres en aluge, j'en ai horreur, mais mettez des fenêtres qui soient un peu adaptées, qui respectent un peu le style du quartier. Ça aurait été des éléments de participation. Mais s'il n'en dit pas, mais on n'annulera pas, évidemment que non. Et donc, arrêt de principe, il faut, esprit utile, qu'il y ait des éléments de participation, sinon on ne va pas tourner une ronde pour rien.
Voilà un exemple. Je pense que je m'arrête là. Je vous ai assez entretenu dans la longueur. Je vais être un ami du temps et j'apprécie la patience. Merci beaucoup. De pouvoir vous réciter par cœur le code de relations administration publique, mais je vais m'y efforcer parce que je vois qu'au Luxembourg on peut parfaitement le faire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je laisse la parole à... Je vous remercie infiniment d'avoir organisé cette très belle journée. Je crois qu'elle a été riche pour tout le monde et on a appris beaucoup de choses et on voit que le droit avance, même si on se rend compte que il n'irrigue pas encore toute la population française et qu'il faut se poser la question, est-ce que le droit est vraiment intelligible au sens où le voudrait la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel, pardon. C'est un problème qui se pose, on a des beaux outils, mais est-ce que ça irrigue toutes les administrations et est-ce qu'on peut utiliser ce droit sans avoir des médiateurs que sont les avocats ou les juges? C'est un petit peu compliqué, donc il faut qu'on réfléchisse. Et ce que nous a dit le délégué du médiateur nous amène quand même à réfléchir. Peut-être faut-il aussi que chacun dans son office, que ce soit comme avocat ou comme juge, réfléchisse à la manière dont il peut répondre à cette question, qui est quand même une question cruciale dans nos sociétés. Bien, je remercie beaucoup donc Monsieur Lepers d'avoir organisé Cheville ouvrière. C'est une journée qui s'est très bien passée, qui a été très riche, intéressante, et donc on repart pour l'année prochaine si vous en êtes d'accord. Bien, Merci merci également à tous les membres de la juridiction administrative qui ont joué ce jeu et aussi bien ceux qui ont aidé à préparer cette journée, parce que Cheville ouvrière, c'est bien, mais je ne suis pas seul. Samuel Thérin, rapporteur public, tribunal administratif d'Amiens, sur tout le déroulé du PowerPoint. C'est un très gros travail et il faut qu'il en soit remercié. Tous ceux qui ont participé aux réunions préparatoires, puisque nous préparons ça quand même depuis un certain temps, le barreau au travers de Maître Degan et de la commission de droit public, bien évidemment, le collègue Patrick Mine qui est caché tout au fond de l'amphi en tant que représentant du tribunal administratif de Rouen, la cour administrative d'appel, au travers notamment de Paul-Louis Albertini, président de chambre. Les organismes également que j'ai cités ce matin, Ira de Lille, la directrice, nous fait l'honneur d'être restée. C'est très aimable, et peut-être le CNFTT n'est pas représenté, mais il nous a épaulés sur les fonctionnaires territoriaux. Beaucoup de travail, une seule journée qui passe très vite, mais on espère modestement avoir contribué à un seul objectif au travers du terme de rencontre, que je préfère personnellement à états généraux, parce qu'une rencontre, ce sont des échanges de vues libres, entre des gens qui ne se voient dans des cadres contraints. Là, je dirais, je crois que la discussion était dans l'amphi, mais elle était aussi ailleurs. Je crois que c'est cela qui, je dirais, l'essentiel du but poursuivi autour d'une thématique. Donc, si nous sommes partants pour une 3e édition, eh bien, cette 3e édition aura lieu très certainement. Merci encore, et merci beaucoup à Monsieur Francis Delaporte, que j'avais sollicité il y a quelques mois, et qui m'a dit tout de suite « Oui, je viens à Lille ». Merci encore.